Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018 et aujourd'hui nous allons avoir beaucoup de choses à dire puisqu'on a eu un nouveau sell-off important sur les marchés actions américains hier. Comme vous avez pu le constater, le Nasdaq 100 qui perd 4,63% en une seule séance. Le S&P qui est en baisse de plus de 8% depuis le début du mois. C'est pour le moment son pire mois. Alors le mois n'est pas fini, mais c'est pour le moment son pire mois depuis 2009. Donc voilà, on a une importante prise de bénéfices sur les marchés actions, ça c'est clair. Faut-il les shorter? Eh bien c'est la réponse, donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de ce disclaimer, hein. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournissement un service d'exécution d'ordre. Cette rentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Les marchés européens attendus dans le rouge, bien évidemment. Donc, Brexit, la première ministre Theresa May aurait reçu le soutien des députés de son parti conservateur lors d'une réunion tenue à huis clos hier soir. Conséquence, la livre qui superforme ce matin. La Fed, on a le livre beige qui a révélé que les tarifs douaniers et le faible taux de chômage font monter les prix et les coûts des entreprises. Et par ailleurs, les industriels américains qui seraient préoccupés de la hausse des prix des matériaux qui attribuent principalement aux tarifs douaniers. Au niveau de la Banque du Canada, on a la BOC qui a comme prévu relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, mais le retrait du terme gradual qui laisse à penser une accélération du rythme du relèvement des taux. Penser une accélération du cycle, des relèvements des taux. Donc voilà. Donc le Canada, le dollar canadien qui a surperformé hier. Zone euro, on a la croissance de l'activité privée dans la zone euro qui a atteint en octobre son plus bas niveau depuis 2 ans, freiné par une baisse d'exploitation d'après l'indice Flash PMI Composite de Market. Donc on le voit concrètement en zone euro à court terme, hein, que ça soit de façon macroéconomique ou de façon politique, c'est assez tendu de payer l'euro entre le budget italien, le Brexit le Brexit n'a pas un impact énorme sur l'euro, mais aux yeux d'un investisseur, ça vient quand même poser quelques incertitudes, quelques craintes, voilà, sur l'avenir de l'Union européenne, même si voilà, le Royaume-Uni n'est pas déterminant. Euh, Ça vient quand même affecter un petit peu, entacher cette Europe. Et on a, d'un point de vue macro, eh bien, ce PMI, voilà, PMI qui est quand même, les séries de PMI sont des indicateurs plutôt fiables pour, par la suite, anticiper un taux de croissance. Et on a des PMI qui sont assez light, hein, ces derniers mois. Donc, et là, on voit un plus bas depuis 2 ans. Ça ne donne pas une bonne perspective pour la croissance européenne de ce troisième trimestre. Enfin, de ce quatrième pour le coup, puisque c'est pour le mois d'octobre. Au niveau des résumés de la science américaine et asiatique, on voit que le Dixie qui a été payé, un Dixie qui est généralement payé lorsqu'on a des sell-off, comme on peut le constater. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 qui sont en forte baisse. Ce matin, on a le rendement du 10 ans 3,10 en baisse, c'est-à-dire que le marché obligataire américain est payé, ça fait plus d'une semaine qu'il est payé. Le Yen Index est en baisse, le Gold qui rebondit, le Nickel et le Shanghai qui sont en baisse. Notez que le Shanghai Composite est, entre guillemets, seulement en baisse de 0,32% par rapport à ce qui passait à Wall Street et au niveau du Nikkei, c'est assez surprenant. Et au niveau du calendrier économique, voilà, le focus du jour, c'est comme vous savez, la BCE et Mario Draghi à 13h45 et 14h30. Donc voilà, 13h45, 14h30, BCE et Draghi, pas de changement de la politique monétaire attendue. Par contre, Mario Draghi pourrait se montrer peut-être, voilà, c'est assez divisé, hein, pour le coup, pour ce discours. C'est pas totalement, le marché ne sait pas sur quel pied se positionner, mais soit Mario Draghi va se montrer confiant sur les chiffres macroéconomiques en anticipant voilà une remontée une amélioration de ce contexte macro en fin d'année, ou Mario Draghi va adopter un ton plutôt accommodant, histoire de calmer la volatilité sur les marchés. Parce que qui dit un ton dovish dit une politique monétaire qui pourrait rester accommodante et donc une volatilité qui baisse. Parce que comme vous savez, quand une banque centrale augmente la liquidité sur le marché, on a une volatilité qui baisse. Et c'est pour cela d'ailleurs que si vous regardez depuis 2008, le VIX, si vous mettez une moyenne mobile de très long terme, le VIX ne fait que de baisser. Parce qu'on a eu tous ces QE des différentes banques centrales. Voilà, donc qui dit politique monétaire accommodante dit hausse
de la liquidité et dit donc baisse de la volatilité. Et qui dit baisse de la volatilité dit hausse des marchés actions. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Mais encore une fois, il n'y a pas de consensus précis sur ce discours, donc ça va être très intéressant de le suivre. Voilà, donc on commence tout de suite par le marché action. J'ai une configuration intéressante sur le net des USD que je vous ferai voir. Alors, on commence par le S&P parce que le S&P c'est voilà, c'est un peu le king des marchés actions. C'est même le king finalement. Je vous ai fait voir mon décompte héliotiste hier que je vais vous refaire voir. US 500. Alors, c'est pas ici. Alors, en hebdo, c'est pas ce graphique. Bon, c'est celui-là. Sauf que bon, ici, je me suis trompé, c'est pas A, c'est 1. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Voilà. Donc, ce dont je voulais dire, pardon, bon, déjà, vous remarquerez la grosse divergence baissière. Donc, on a un RSI qui est au plus bas depuis février 2016. Il y a deux façons, comme on l'a dit hier, de juger d'un point de vue des vagues d'Elliott la situation actuelle. Soit on est dans une vague irrégulière de la vague 4. Vague irrégulière, en fait, c'est lorsque le point B dépasse l'ancien sommet de la vague 3, enfin de la vague, la précédente vague impulsive. Donc en clair, A, B, et là nous serions en train de faire la C qui viendrait rechercher le point A qui est le plus bas, qui est ce niveau-là, 2550. Ou alors, on estime qu'on est en train de faire le début de la vague 5, et en fait on est dans la petite 2 de la vague 5. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. La première vague d'impulsion, la seconde, la troisième. Alors, je devrais réajuster un petit peu cette vague, parce que, voilà, précisément, la vague 4 commence ici. Voilà. Donc, 1, 2. En général, la vague 2, c'est pas de manière générale, elle peut retracer 100% de la vague 1, mais elle ne doit pas dépasser les 100%. Donc les 100%, je le mets, mais en fait c'est le bas de la vague 4. Donc c'est 2550. Mais bon, je vais le marquer quand même. 2550, c'est le niveau du S&P qui ne doit pas dépasser pour rester dans cette configuration des vagues d'Elliott. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un potentiel baissier jusqu'à ce niveau de prix. Je ne dis pas qu'il faut shorter, le plus gros du mouvement a été fait d'un point de vue des vagues d'Elliott. Le plus gros des mouvements a été fait. Et d'ailleurs, si on estime que c'est un zigzag en termes des vagues d'Elliott, la vague C de la vague C est généralement de la longueur de la vague A. Donc A, B, C. Donc point haut, point bas, le rebond. Et donc si on vient reporter cette longueur, donc on met, alors on va utiliser les extensions de Fibonacci. Hop, 2591. Donc vous voyez que au niveau de la vague corrective, l'objectif, oui, c'est une correction jusqu'à 2191. Et le support à ne pas dépasser, c'est 2132. Donc là, on devrait avoir un niveau de support très très important. Je ne dis pas encore, je ne pense pas qu'il y ait une opportunité de vente, de short jusqu'à ce niveau de prix, parce qu'on le voit d'un point de vue proportion. Ça y est, on va dire que probablement que les trois quarts du moment ont été faits. Alors c'est pas sûr et certain qu'on a un rebond à 2550, mais voilà, d'un point de vue des vagues Elliott, c'est ce qu'on pourrait anticiper. Donc voilà, si on décide de viser les 2600, 2550, vous voyez que il n'y a plus beaucoup de baisse à s'attendre. Donc il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Mais est-ce que c'est le moment de passer à l'achat? Encore une fois, non. On a des divergences en 4 heures qu'on a pu voir, qu'on peut constater actuellement et qu'on peut voir sur l'unité de temps journalière également. Mais encore une fois, une divergence n'est pas suffisant pour entrer, voilà, anticiper un changement de tendance. Faut attendre avant tout un rebond du momentum
et que le momentum casse cette résistance. Donc j'ai envie de dire, tant que le RSI journalier ne dépasse pas 40,98 ou que le prix n'émette pas de, voilà, il n'y a pas de signaux haussiers du prix, là pour moi c'est perspective baissière jusqu'à 2600. En tout cas, je ne serais pas surpris si le S&P 100 revient à 2600. Et ensuite, pourquoi pas, je pense, voilà, je m'avance pas trop, mais anticiper un rebond. Voilà. Voilà, donc possibilité de baisse du S&P jusqu'à 2600. Et si le S&P baisse jusqu'à 2600, eh bien ça va être de même pour les indices américains et même mondiaux. Donc le Nasdaq, c'est pareil. Si on vient prendre les extensions de Fibonacci, plus haut, plus bas, la vague corrective, la vague C pourrait se prolonger jusqu'à 6539. Donc 6600 à peu près. Au niveau donc des indices européens, pas encore d'achat tant que voilà, les indices américains n'émettent pas de signaux bullish. Donc bonjour Brice, bonjour Ronald, Hubert, Marcel, Pascal, Brice, Raymond que je salue, Edgy également, Dax 11500 objectif atteint Brice. Eh bien écoutez Brice, mes félicitations, vous aviez dit cet objectif, il me semble même 11400 hier, 11400 il me semble. Eh bien c'est atteint, bien écoutez, félicitations à vous, hein. Félicitations, donc voilà, pour moi le DAX c'est clairement en baissier. Et vous voyez que là, le prochain niveau de support, si je vais le tracer, alors je vais faire un petit peu, je vais enlever un petit peu toutes ces obliques. Donc, je vais me mettre en hebdomadaire. Et là, vous voyez que finalement, ici, on a une résistance. On a une ici. Et ensuite, ça va être ce support. Donc là, possibilité de baisse jusqu'à 10 800. Si on casse 10 800, on ira chez les 10 500. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas le moment. Pour le coup, on a raté. Enfin, j'ai raté la coche pour shorter les indices. Mais donc là, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut shorter les indices maintenant? Je pense personnellement que la baisse la plus importante a été déjà faite. Donc ça me semble pas très intéressant de passer short au prix actuel. Voilà, il fallait le faire beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai anticipé. Donc voilà, pour ceux qui l'ont anticipé, félicitations, bravo. C'est possible, à mon sens, de s'attendre à un retour à 10 807. En tout cas, une baisse des indices européens tant que le S&P ne rebondira pas vraiment de façon importante. Je vois pas comment les indices européens peuvent rebondir de façon importante si les indices américains ne le font pas. Sachant que d'un point de vue fondamental et macroéconomique, si on compare la zone euro et les US depuis voilà, quelques temps, ça s'est nettement dégradé. Il y a un gap entre les deux, que ce soit macro ou de façon géopolitique. Pour rappel, hein, zone euro, enfin dans l'Union européenne, il y a quand même l'Italie et le Brexit. Vous voyez, alors qu'on n'a pas tout ça aux États-Unis. Aux États-Unis, finalement, la seule incertitude, c'est quoi? C'est la Fed, la remontée des taux de la Fed. Mais la remontée des taux de la Fed, ça n'a pas un impact que sur les marchés américains. Ça a un impact sur les marchés mondiaux. Donc, si vous avez envie, sur les marchés américains, vous avez finalement la remontée des taux qui fait voilà, qui est source d'incertitude pour les marchés actions. Mais en zone euro, finalement, vous avez la remontée des taux de la Fed qui a également un impact. Et en plus de cela, le budget italien et le Brexit. Et depuis peu, l'affaire Kachowski qui là a également finalement entache, c'est finalement la goutte hein, qui fait renverser le vase, qui invite les investisseurs à prendre des bénéfices. CAC sur moyenne mobile 200 en hebdo, nous dit Lagno. Oui, on a pas mal d'indices qui sont, alors j'ai vu sur des niveaux de support majeurs. Alors CAC, moyenne mobile 200, en effet, moyenne mobile 200, si on casse, comment dire, cette moyenne mobile, pourquoi pas s'attendre à un retour, vous voyez, vers ce niveau de prix 4733, puis 4631. Mais on voit que c'est la moyenne mobile à 200, c'est également le plus bas de 2018. Vous voyez sur le contrat futur, hein, là je suis sur le futur, je suis pas sur le cash, et c'est le sommet de 2016. Donc là on voit qu'on teste
un niveau assez important. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut payer ce niveau de façon voilà aveugle. D'ailleurs, le RSI qui marque un niveau plus bas depuis, vous voyez, le mois de depuis 2016. Donc je ne dis pas qu'il faut payer maintenant ce niveau de prix, puisque voilà, la divergence, elle est annulée, puisqu'on a des creux de plus en plus bas dorénavant. Donc voilà, encore une fois, là c'est le wait and see, puisque selon moi, ce n'est plus possible de rentrer short maintenant sur les indices. Et en même temps, on n'a pas de signaux haussiers pour les payer. Donc voilà, il n'y a qu'une chose à faire, je pense, c'est d'attendre. D'attendre des signaux plus convaincants à la hausse. Et ça ne se fera pas sans le S&P, à mon avis. Il y a peu de chances que ça se fasse sans le S&P. Donc voilà, perspective plutôt baissière sur les indices. Le CAC qui teste voilà le support à très très court terme, c'est le plus bas 2018, c'est à 4897. On voit que ça fait office de support mercredi et sur le futur ce matin. Donc voilà, 4897, c'est le support. C'est pas un niveau d'achat en swing. C'est pas un niveau d'achat en swing. Donc voilà, c'est un niveau de support en intraday où ça peut être un objectif pour shorter. Si par exemple on a un retour à 5000 points, pourquoi pas shorter jusqu'au récent plus bas. Pareil pour le DAX. Le DAX, on l'a dit, 10 800, c'est le support, prochain support. Donc pour ceux qui ont des stratégies short, voilà, pourquoi pas viser les 10 800 points. Et pour le S&P, ceux qui sont short, pourquoi pas viser les 2600. Le Dow Jones, on peut faire pareil. Donc on va prendre les extensions de Fibo, plus haut, plus bas, extension 24 000 à peu près, 24 000 points, vous voyez. Donc c'est possible de chercher les 24 000 sur le dos. Et le Nasdaq, les 6550, 6550, 6600. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de stratégie short à ouvrir ce matin. On passe sur le FX avec le NZD-USD, la devise que je veux, la paire que je vous fais avoir. J'ai raté un petit peu, voilà, en termes de timing, c'est pas parfait, mais regardez ici, on a un Dark Cloud Cover. Dark Cloud Cover et c'est un signal baissier sous la moyenne mobile à 200 au pivot mensuel dans une tendance de fond qui est baissière. Voilà, c'est quand même pas mal d'indications. C'est un signal pour moi vendeur pour aller chercher finalement le récent plus bas, voire même beaucoup plus bas. Quand je dis beaucoup plus bas, si on se met en hebdo, regardez, vous voyez que la perspective est baissière et finalement c'est possible qu'on a cherché les 0,6347 qui me semble être le prochain niveau de support majeur, puis les 0,6236. Voilà, donc un stop au-dessus du récent sommet, ça fait 93 pips de risque pour voilà au moins 168, voire même 284. Bien qu'on ait une divergence haussière qui s'installe. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une divergence haussière qu'on va forcément avoir le rebond. Il y a des divergences qui peuvent se creuser, qui peuvent durer pas mal de temps. Autre analyse technique que j'ai remarqué hier, CHF-Yen. C'est une paire que je ne regarde pas du tout, mais regardez en journalier, sur moyenne mobile, et en 4 heures, on a une divergence haussière qui est en train de se faire. Le signal d'achat sera donné si le RSI 4 heures dépasse cette résistance de momentum à 55,91. Si on a le RSI 4 heures qui dépasse 55,91 et que dans le même temps on a un rebond du prix, pourquoi pas passer long et chercher un objectif de 50% de retracement de cette tendance. Ouais, donc là faut ajuster. Depuis hier, ça a bougé, mais voilà, le signal sera donné si le RSI casse à la hausse 55,91. Et on ira chercher à peu près les 115. Ça va dépendre, mais voilà, en clair 50% de retracement de cette tendance. Donc CHFN, c'est clairement une paire qui me semble intéressante d'un point de vue analyse technique. Le CAD qui, comme vous avez pu le voir, a vraiment bondi hier à la suite du communiqué de la Banque du Canada, la hausse des taux qui a été anticipée, mais le fait qu'on a eu le terme gradual qui a été enlevé du communiqué sous-entend qu'on va avoir une accélération du rythme de hausse des taux de la Banque du Canada. Et donc, le CAD a su performer l'USD CAD. Et voilà, finalement, vous voyez, on a bien fait d'attendre, de ne pas exploiter, de ne pas se précipiter sur cette épaule tête épaule inversée, puisqu'on l'a réintégré. Et l'objectif à 1,2932 est, je pense, un objectif possible. Mais voilà, le plus intéressant, je pense, c'est l'Euro 4. Voilà, l'Euro 4, donc pour ceux qui ont suivi l'objectif d'hier, pour rappel,
on avait un double top, on attendait la clôture en dessous, ce qui a été fait juste avant la Banque du Canada. Et à la suite de la Banque du Canada, l'objectif double top a été atteint en quelques heures. Donc voilà, Eurocad, c'est direction les récents plus bas. Mais je pense que voilà, regardez en 4 heures, on est dans un canal. En journalier, on est sous les indicateurs de tendance de moyen, de court, moyen et long terme. Donc nuage, moyen mobile à 200, etc. Oui, on a une petite divergence haussière, on a une oblique de momentum. Mais donc justement, on a soit ce momentum casse cette oblique, sort par le bas, et dans ce cas, on aurait un nouveau signal baissier. Ou alors, on a une divergence qui se creuse, on dépasse cette résistance de momentum, et là, par contre, il faudra s'attendre à un retour à 1,51. Donc voilà, l'Eurocad, je suis baissier, tout comme le GBP CAD. Hier, c'est ce qu'on avait dit, vente Eurocad, vente GBP CAD, vente Euro-Yen, vente GBP Yen. Voilà, donc l'Eurocad, c'était bon. GBP CAD, pareil. Je vous rappelle que hier, on visait les 1,66, toujours d'actualité. Euro-Yen, voilà, 1,28 à peine, ça a été 1,2786, ça a été atteint. C'est un article que j'avais écrit donc la semaine dernière. L'Euro-Yen, bon, on a non, on n'a même pas de divergence qui s'installe, vous voyez, sur le journalier. Tac, donc sur le journalier, pas de divergence. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? 4 heures, on a une belle baisse. On a une divergence, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut jamais anticiper une divergence finalement. Et même, c'est pas parce qu'on a la résistance de momentum qui est dépassée qu'on va forcément avoir un rebond. C'est pour ça que la gestion, je le répète dans tous les webinaires, mais la gestion du stop est finalement indispensable et c'est cette gestion du stop, du risque, pardon, qui va faire de vous un trader gagnant ou perdant. C'est pas vraiment les points d'entrée. Les points d'entrée, on peut en avoir beaucoup. Voilà. Pas forcément des meilleurs points d'entrée que d'autres. Alors si, bien évidemment, acheter au plus bas, c'est la meilleure chose, et vendre au plus haut, c'est la meilleure chose. Mais c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, ce qui va différencier un trader gagnant d'un trader perdant, c'est que le trader gagnant sait prendre ses pertes et sait surtout les manager. Voilà. Il sait les manager. Donc voilà. On a une divergence. C'était un faux signal. Comme quoi, il faut pas toujours exploiter les divergences. Tant que l'euro-yen est sous cette oblique, j'ai envie de dire que le momentum il est baissier. Et même sans parler de cette oblique, on regarde les indicateurs de tendance, moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 100, moyenne mobile à 50, moyenne mobile à 20 ou nuage Ishimoku, c'est baissier. Vous voyez, c'est clairement baissier. Donc là, je vois pas pourquoi on anticiperait un rebond. Alors regardons en horaire, peut-être qu'on a une divergence, mais même si on a une divergence, bon, on a même pas de divergence, vous voyez. Donc voilà, je dis pas qu'il y aura pas de rebond en intraday, mais la tendance en 4 heures ou en daily, c'est tendance baissière. Voilà, donc c'est dans ce sens, je pense qu'il faut s'attendre à qu'il faut trader. Donc tout rebond finalement, si on n'a pas d'indication d'un rebond majeur, eh bien si on n'a pas par un retour au S1 mensuel, pourquoi pas chercher à vendre la paire euro-yen pour reviser le récent plus bas à 127,51 et même pourquoi pas aller chercher les 126. Ce n'est pas impossible qu'on aille chercher ce niveau de prix. D'ailleurs, si on utilise les retracements 50, vous voyez, on a retracé plus de 61,8. Donc là, alors, 4 heures. Voilà, 78,6, c'est 126,66. Donc c'est possible que, vu la tendance, c'est possible qu'on a cherché ce niveau de prix. Et GBP Yen, c'est pareil, même si le GBP, voilà, il rebondit ce matin. Même s'il rebondit ce matin, le GBP, bon, c'est vrai que c'est baissier, hein. Momentum. On peut même, je pense, tracer un canal de momentum. Canal baissier. Vous voyez, canal baissier, tant qu'on est dans ce canal, le momentum est bearish. Il est bearish. Et donc là, l'idée, eh bien, c'est pareil. C'est que on va mettre des retracements. Et tant qu'on reste dans un momentum bearish
et sous les indicateurs de tendance, donc moyenne mobile et nuage, je vois pas pourquoi on viendrait payer le GBP face au yen. Là, on voit qu'on a un support très important, c'est le support mensuel et c'est également 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est à 144 à peu près. Donc voilà, c'est pas, on va pas shorter à 144, mais un rebond pourrait permettre de re-rentrer à la vente. En horaire, on a un rebond pareil du RSI, mais vous voyez qu'on reste clairement dans une tendance qui est vendeuse, qui est baissière. Et en journalier, c'est pareil, c'est baissier. Donc l'euro, le GBP, baissier, NZD, USD, scénario baissier, CHF-Yen en attente, parce que voilà, on n'a pas le signal du RSI, mais c'est clairement une paire qui pourrait être intéressante à payer. L'euro-dollar, nouveau plus bas de 20 jours, donc ça y est, c'est confirmé. Là, c'est clairement baissier jusqu'au S2 mensuel, voire même le plus bas de l'année à 1,13. Voilà, GBP USD pareil, baissier. Baissier, et là, vous voyez 61,8 en dessous, le prochain support majeur, puisque c'est un support, vous voyez, technique. Alors pour être précis, vous voyez, c'est ce support-là, ce qui avait stoppé cette chute très très importante, très très volatile. Donc plus on a un rebond précédé par la volatilité, et plus ce support est généralement important. Donc vous voyez, si on a une baisse, si on a un couteau qui tombe et finalement le cours qui rebondit là-dessus, ça donne un poids supplémentaire à ce support. Et vice versa, si on a une hausse très 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 importante, un spike, vous voyez ce fameux spike, soit le V-bottom ou le V-top, voilà. Sauf que V-bottom, V-top, c'est une figure de retournement. Donc si on a un spike, c'est voilà ce chandelier, enfin cette série de chandeliers extrêmement volatile et directionnelle, et bien ce top ou ce bottom va être un support qui sera particulièrement important. Et là donc, vous voyez, ce rebond important après ce spike qui a été, je vous précise, réalisé en raison, enfin qui a suivi le vote du Brexit. Et bien ce support sera donc important. En plus de cela, il coïncide avec parfaitement au pips près quasiment à 61% de retracement de cette tendance, à 18% pardon, de retracement de cette tendance, au S1 mensuel et à ce support, vous voyez, si je vais le tracer, un support de court terme ici. Donc voilà, support très très important à 1,28. C'est possible qu'on a cherché ce niveau de prix. USD Yen en baisse aussi. Alors le yen, le franc, est-ce qu'il faut le vendre dans ce contexte de sell-off sur les marchés actions? C'est plutôt voilà, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. À part si on a des signaux techniques, pourquoi pas. Mais voilà, d'un point de vue de comment dire de ce qu'on connaît des corrélations, le yen, le franc, c'est plutôt des devises refuge. Donc dans un contexte où on a un marché obligataire qui est payé, un cours de l'or qui est quand même assez bullish malgré la hausse du dollar, une hausse du dollar et une baisse des marchés actions, c'est typiquement de la version polo risque. Donc est-ce qu'on va aller chercher une vente du yen ou une vente du franc sur dans ce contexte? Voilà, ça me semble un petit peu délicat. Maintenant, bon, si on a des signaux techniques, pourquoi pas? Pourquoi pas aller shorter l'USD Yen? Donc l'USD Yen, vous voyez, qui teste une moyenne mobile, qui teste le bas du canal. Le RSI qui rebondit. Par contre, on est sous 50. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Faisons le diagnostic. Nous avons donc le rebond sur cette oblique. Un RSI sous 50. Donc soit on est en train de faire un drapeau actuellement, ce qui est une figure de respiration, mais de continuation de tendance. C'est-à-dire que on prend du coup ces plus bas et on va reporter ici pour avoir la résistance. Et si on sort par le bas, l'indication, c'est qu'on va prendre cette première vague et on va la reporter. Ce sera l'objectif théorique d'une sortie d'un drapeau. Donc c'est ni plus ni moins que, vous voyez, vous prenez Fibonacci, extension. Si on estime qu'on a fait le point haut,
Alors c'est possible qu'on n'a pas fait le point haut de ce drapeau, c'est possible qu'on rebondisse, qu'on aille chercher 113 et qu'ensuite on y sorte, mais bon, imaginons c'est le point haut qu'on a fait, et bien l'objectif sera 109, 96. Voilà. Mais pour un moment on est dans le drapeau, et comme vous savez, il ne faut jamais anticiper un breakout. En plus, ce support, c'est le support du drapeau, mais c'est également le support du canal haussier dans lequel le dollar évolue depuis le mois de mars. Donc c'est pas seulement le support d'un drapeau, c'est le support d'un canal de long terme. Donc voilà, c'est un support particulièrement important. Et c'est pour ça que ça donnera deux signaux en même temps lors du breakout. Ce sera la sortie par le bas du drapeau de court terme, mais également la sortie par le bas du canal haussier. Donc vous voyez que ça sera un signal encore plus important qu'une simple sortie d'un drapeau. Donc voilà. En attendant, là, bon bah c'est un drapeau. Donc soit on estime qu'on va rebondir jusqu'à 113,9. En 4 heures, je vois pas pourquoi on anticiperait un tel rebond. En horaire, bon, on a une divergence de momentum, mais bon, momentum qui reste sous 50. À la rigueur, si le momentum dépasse 63, pourquoi pas? Pourquoi pas, s'attendre à un rebond de l'USD jusqu'à l'ancien sommet ici, voire même 113. Vous noterez ici une oblique baissière de momentum. Bon, il n'y a que 2 points de contact, pardon. Par contre, excusez-moi, que 2 points de contact. Et si je reporte, bon, c'est un léger canal baissier. C'est très léger, donc je vais l'enlever. C'est pas très directionnel. Il y a un très très faible angle, mais voilà. Donc premier objectif en cas de rebond. Première résistance qu'il faudra surveiller, c'est celle-ci. Donc c'est cette oblique qui coïncide assez bien avec le pivot mensuel. Vous voyez, d'ici à ce que le cours rebondisse, on va être par là. Si ça rebondit, ça devrait se faire par là. Si on sort par le haut de cette oblique, l'objectif sera ce top, puis celui-ci, puis les 113. Voilà. Voilà pour l'USD Yen. Pour le moment, moi, je n'ai pas de signaux vraiment, à part une divergence que je constate sur le RSI. Je vois pas ce qui me suggérerait d'acheter l'USD Yen pour aller chercher les récents sommets. Vous voyez que sur le journalier, voilà, je vois pas pourquoi je m'attendrais à un rebond aussi important. Mais en même temps, on n'a pas de signaux baissiers majeurs, puisqu'on reste dans ce canal. Donc l'USD Yen, c'est wait and see. USD CHF, on vient chercher la parité, vous voyez. Donc le dollar, vous voyez, le dollar surperforme le yen, surperforme le franc sur du moyen terme. Donc retour à la parité, c'est pas impossible qu'on dépasse cette parité. Ce n'est pas impossible qu'on dépasse cette parité. Prochaine résistance au-dessus, c'est 1,0038, puis 1,0068. Voilà, et donc là on a eu un drapeau, regardez. Un, 2, 3, 4, sorti par le haut. Donc là on avait le signal, plus on avait un beau chandelier haussier. Et voilà, concrètement, donc c'est signal haussier jusqu'à la parité. Pour le moment, je vois pas de divergence. Alors si, il y a une petite divergence baissière sur le 4 heures, regardez ici. Sommet de plus en plus bas alors que les sommets du prix sont de plus en plus hauts. En horaire, pas de signal, je vois pas de signal baissier. Donc voilà, tout mène à croire que ce n'est qu'une question de séance pour qu'on aille chercher la parité. Et c'est pas pour autant qu'il faut shorter la parité. Tant qu'il n'y a pas de signaux baissiers, il n'y a pas de raison de shorter une résistance. L'USD CNH 6,95 dépassé. On est sur le point ce matin de tester le plus haut de l'année à 6,95-87 qui a été inscrit lors de la crise de la livre turque. Donc affaire à suivre, malgré les divergences qu'on a sur du 4 heures, sur de l'horaire ou sur de l'hebdomadaire. Vous voyez, il ne faut pas se précipiter lorsqu'on a une divergence. Au-dessus de 6,95-87, la résistance est 6,98-75. Donc en cas de breakout, c'est possible de payer l'USD CNH jusqu'à 6,98-75. Au niveau de l'argent, pattern assez intéressante.
pattern assez intéressante à suivre. Pourquoi? Bien parce que, regardez, 1, 2, 3, 4, 4. Et là, on voit qu'on a des rebonds à l'intérieur du triangle. Ces rebonds à l'intérieur d'une pattern peuvent donner une idée de la, enfin, ça indique la tendance du momentum. C'est-à-dire que si on a un rebond qui se fait avant le support, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui sont encore de plus en plus présents. Donc on a de plus en plus de chances qu'on y sorte par le haut. Par exemple, lorsque vous avez un range et finalement le cours, imaginez vous avez un range et que le cours rebondit sur le milieu du range, eh bien ça donne plus de chances à ce qu'on y sorte par le haut. Et à l'inverse, si on a un range et que le cours voyez, rebondit sous support, mais se renverse au milieu de ce range, repart à la baisse au milieu de ce range, donc avant la résistance du range, on va devoir favoriser les sorties par le bas. C'est-à-dire qu'on a une pression vendeuse de plus en plus importante. On est en train de finalement de tourner dans un triangle descendant. Voilà, donc là on est dans un triangle symétrique. La sortie par le haut donnera un objectif haussier. Et voilà donc. Fibonacci, extension, tac. L'objectif sera à peu près 115-212 qui est le R2 mensuel. Si on y sort par le haut. Ce qui veut dire que l'or devra également progresser, puisque l'argent et l'or sont corrélés. Enfin, l'argent est corrélé à l'or. C'est des métaux précieux. Ce sont des métaux précieux. Donc si l'argent monte, l'or doit monter. Et d'ailleurs, on voit que l'or a retesté sa résistance. Les vendeurs ont repris la main. Mais donc, on voit qu'on a une résistance horizontale. Par contre, on a des creux de plus en plus hauts. On n'a pas d'oblique, entre guillemets, traçable. Mais regardez les creux, 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 creux. Donc de plus en plus haut. Ça veut dire que la pression acheteuse est de plus en plus importante. Ce que le RSI nous confirme finalement. Regardez. Oblique de momentum, retour à 50, retour près de l'oblique, faut s'intéresser, opposition acheteuse. Voilà. Par contre, si on passe en dessous du R2 mensuel, c'est un double top qui sera validé. Et donc l'objectif sera la hauteur de ce double top, la hauteur qu'on reporte au niveau du breakout, si on a le breakout, hein, c'est 1215. Si, je rappelle, on a le gold qui clôture sous cette ligne de coup qui est le R2 mensuel. Seulement, c'est seulement si on a ce signal. Encore une fois, pas d'anticipation de breakout, surtout pas. Donc voilà. Tendance haussière du gold. Hein, on voit qu'il manque plus que la lagging span finalement qui confirme la tendance. Si la lagging span sort par le haut du nuage, on devrait avoir une accélération de la hausse. En tout cas, on n'aura plus d'indicateur de tendance. Enfin, on n'aura plus que la moyenne mobile à 200 jours qui indiquera une tendance baissière. Mais la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 20 ou le nuage ou Ishimoku indiquera une tendance haussière. J'ai vendu à UDN le 4-10 avec target 0,75. J'ai envie de prendre mes gains. Me dit Hubert. C'est vraiment trop long. Alors, AUDN, regardons cela. AUDN, fondamentalement, je suis baissier. Vous le savez pourquoi, ralentissement de l'économie chinoise, c'est pas bon pour le dollar australien. Et d'un autre côté, on a quand même de l'aversion pour risque, on a beaucoup de facteurs fondamentaux qui alimentent l'aversion pour risque. Et c'est pour cette raison qu'on a un sell-off au mois d'octobre sur les marchés actions. Donc, yen qui est de ce fait soutenu. Et donc voilà, fondamentalement, l'AUDN, c'est plutôt baissier. Est-ce qu'on va chercher 75 75, ça me semble bas. Ça me semble bas. Alors, je vais retracer tous ces niveaux de support de résistance. Hebdo. Hebdo. Et je vais mettre Cal Donchamp à 52. 52 semaines, c'est un an.
Donc là, ce que je cherche, c'est des niveaux de support importants. Voilà, bon, on va rester là-dessus. Je pense que ça y est, on en a suffisamment. Et on a les principaux, je pense. Voilà. Donc en journalier, voilà, donc on a tous ces niveaux de support à surveiller. Hein. C'est pas des niveaux de support qu'il faut payer, c'est des niveaux de support à surveiller où il y a une probabilité de rebond qui est plus importante que si on était entre ces supports. Voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter les niveaux de support de résistance. Voilà, on a différentes obliques baissières. En tout cas, la tendance, vous voyez, en journalier, sur les temps journalière, pardon, la tendance, elle est baissière. Hein. Ça ne fait aucun doute. On est sous les obliques, on est sous la moyenne mobile, on est sous le nuage. Donc déjà, vous êtes, Hubert, dans la bonne direction. Maintenant, voilà, shorter alors qu'on est en bas du canal, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Attendons, enfin, pour ceux qui s'interrogent s'il faut shorter maintenant, puisque l'analyse fondamentale est en faveur d'une baisse. Moi, j'aurais plutôt tendance à attendre un rebond. Pourquoi pas attendre un rebond au seuil de Fibo, au seuil psychologique des 80 yens pour 1 dollar australien. Mais donc voilà, chaque chose en son temps. Déjà, on a le plus bas. Vous voyez, à 78, 72, le récent plus bas qui sera un niveau de support important puisque c'est là où finalement à court terme les acheteurs sont manifestés. Ça ne veut pas dire que les acheteurs vont reprendre la main lors du prochain test, mais voilà, c'est le prochain niveau de support à court terme à surveiller. Si on casse ce support, si on dépasse, ne serait-ce que de 5 ou 10 pips, on aura une perspective baissière à court terme, je dis bien, jusqu'à ce SD mensuel qui coïncide assez bien, vous voyez, sur 77,59. Donc voilà, prochain niveau de support, ça sera ici. Mais les 75, vous voyez que c'est encore assez loin. Donc je vous dirai pas avec certitude qu'on va atteindre ce niveau de prix. Il y a deux zones, il y a deux supports avant les 75. Il y a le support ici. Ensuite, 77 et quelques, puis 75. En hebdo, Patigno aussi, Patigno de potentiel retournement de tendance. On voit que le RSI est depuis le 5 février dans le rouge, hein, dans un momentum baissier. En journalier, on est dans un momentum baissier également. Donc voilà, concrètement, maintenant, j'ai envie de dire, c'est qu'une question, enfin, faut faire preuve de patience. Les indicateurs, en tout cas, ne nous indiquent pas qu'on va avoir un rebond. Donc voilà, maintenant, il faut laisser la tendance se faire. C'est vrai que la UDN est en tendance baissière, mais c'est assez lent. Voilà, c'est assez lent. Mais bon, faut laisser la tendance se dérouler. Le seuil d'invalidation, finalement, c'est si on sort par le haut de ce canal, qui est également une sortie par le haut, enfin une cassure du nuage et de la moyenne mobile à 200 jours. Donc dans ce cas, on n'aurait plus aucun facteur qui nous justifierait une stratégie vendeuse. Mais tant qu'on reste dans ce canal, voilà, concrètement, la stratégie vendeuse est toujours cohérente.
Ah, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y avait plus de son. Alors, très étrange. Bon, ce que je disais, c'est que voilà, moi je reste baissier sur l'USD, je reste baissier sur le yen, baissier, pardon, excusez-moi. Reste haussier sur l'USD à court terme, puisqu'on voit que l'euro-dollar, voilà, il enfonce en plus bas de 20 jours. Le JBP, pareil. L'AUD et le NZD se retracent. Ça y est, ils reprennent leur baisse. Donc, ce que je disais, c'est que au niveau de l'AUD et le NZD, ça reste baissier à moyen terme, tant que l'USD-CNH sera dans le vert. On peut avoir des rebonds intraday ou même de quelques séances de NZD et de l'AUD. C'est pas parce qu'on a l'USD-CNH qui est dans le vert aujourd'hui qu'on va forcément avoir une baisse de l'AUD ou du NZD. C'est plutôt une tendance de moyen terme qu'il faut surveiller. Mais donc, tant que la tendance de moyen terme de l'USD-CNH reste haussière, le NZD et l'AUD seront sous pression. Et en Europe, on a l'Italie et le Brésil qui font pression sur le GBP et l'euro. Et en plus de cela, dans cette Europe, on a une situation macroéconomique, que ce soit en zone euro ou au Royaume-Uni, qui est assez fragile. Donc, voilà, ça me semble, voilà, l'euro, le GBP, l'AUD, le NZD, à court terme, ça me semble être des devises à vendre face au dollar, au yen ou au CAD. Je parle bien à court terme. Donc voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à mélanger ces informations. Donc, par exemple, euro-CAD, euro-dollar, euro-yen, ça c'est plutôt vente. Pareil, GBP CAD, GBP dollar, GBP yen, c'est plutôt vente. AUD CAD, maintenant voilà, la chose qui m'intrigue, enfin non, qui est assez délicat, qui me qui m'invite pas pardon à shorter la UD-CAD, c'est le ratio Gold-Brent. Vous savez que la UD est corrélée au Gold et le CAD est corrélé au Brent. Donc la UD-CAD est baissier, mais si vous regardez le Gold, voilà, Gold-Brent, Gold-Brent ça rebondit. Donc si on a un rebond du Gold-Brent, ça sous-entend un rebond de la UD-CAD. Vous voyez, Gold-Brent a UD-CAD, c'est assez, voilà, la corrélation est assez flagrante. Hein. Sauf qu'on n'a pas le rebond de la UD-CAD. Et j'aurais plus tendance à shorter la UD-CAD d'un point de vue fondamental. Donc voilà, là on a des signaux qui divergent entre analyse technique, enfin entre cette corrélation et l'analyse fondamentale. Donc la UD-CAD, je resterai à l'écart, mais sinon la UD, c'est possible de le vendre face au dollar ou même, je pense, face au yen. Et excusez-moi, et le NZD, par contre, NZD, voilà, ça se vend face au CAD, par exemple, NZD CAD, on en avait parlé, il me semble, il y a quelques temps. NZD CAD, voilà, on a pareil, Dark Cloud Cover en même temps que le NZD USD, et là c'est objectif le plus bas. Donc ratio 167 pips de risque pour 161 de gain, donc ratio sur de 1, c'est pas ce qui me plaît, mais je pense qu'on peut, voilà, le récent plus bas, c'est le premier support à surveiller, mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus bas, on peut aller chercher le S3 mensuel, voire même les 0,8. Hein. Donc voilà. Voilà, je reste baissier sur le NZD4. Et écoutez, c'est tout. Hein. On va passer rapidement sur le Brent, mais voilà, le Brent, bon, on a un retracement. En journalier, on est au S2, on est au deuxième support, c'est le 75-56, c'est le plus bas du mois de septembre. Si on casse ce support, on ira chez la moyenne mobile à 200 jours. Le WTI qui est sous la moyenne mobile à 200, mais voilà, on peut pas shorter le pétrole sans que les deux barils émettent les mêmes signaux. Or, on a le WTI sous moyenne mobile à 200 jours, mais pas le Brent. Donc voilà, pas de stratégie vendeuse pour le moment. WTI, moi je reste neutre à très court terme, puisqu'on a des signaux qui divergent entre le WTI et le Brent. Voilà, donc le copper, j'ai envie de dire que c'est le copper, le silver, l'argent, c'est peut-être la commodity la plus intéressante d'un point de vue technique à court terme, avec ce fameux triangle. Si on sort par le haut, signal haussier jusqu'à 15,63. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, ça sera tout. Je vous remercie pour votre attention. Excellente journée à vous.
Excellente journée à vous et écoutez, soyez prudents sur les marchés dans cette période de forte volatilité. Il y a encore une marge de baisse. Maintenant, il n'y a pas forcément de stratégie short à mettre en place sur les marchés actions au prix actuel. Ça me semble trop risqué. Fallait le faire en début du mois, chose que je n'ai pas du tout anticipé. Certains l'ont fait. Félicitations à ceux qui l'ont anticipé, qui ont réussi à anticiper. Mais voilà, concrètement, soyez prudents. C'est volatile, on est dans un contexte clairement incertain. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.